Sylvia Plath, mère. Esther était encore à l'étage lorsque Rose entra par la porte de service. « Ouh, Esther, êtes-vous prête ?» Rose vivait avec son mari retraité, Cécile, dans le plus haut des 2 cottages du chemin qui menait à la maison d'Esther, une imposante ferme couverte de chaume avec sa propre cour de cailloux. Ces cailloux n'étaient pas de vulgaires cailloux de rue, mais des cailloux d'asphalte, dont les formes étroites et oblongues composaient une mosaïque adoucie par des siècles de bottes et de sabots. Les cailloux s'étendaient jusque sous la porte de chêne massive et cloutée, dans le sombre vestibule entre la cuisine et la souillarde, et du temps de la vieille Lady Bromhead, ils formaient également le sol de la cuisine et de l'arrière-cuisine. Mais depuis le jour où la vieille Lady Bromhead était tombée, s'était cassé le col du fémur à 90 ans et avait été placée dans une maison de retraite, une série de locataires sans domestique avait persuadé son fils de faire poser du lino dans ses pièces. La porte de chêne était la porte de service. Tout le monde l'empruntait, hormis l'étranger de passage. Peinte en jaune et flanquée de 2 buissons de buis, la porte principale donnait sur un champ d'orties piquantes et au-delà, l'église pointait son clocher vers des cieux gris, au-dessus des festons de pierre tombale qui l'entouraient. La grille d'entrée donnait juste sous l'angle du cimetière. Esther tira son turban rouge sur ses oreilles, puis ajusta les plis de son manteau de cachemire, de manière à lui donner assez d'ampleur pour que l'œil non prévenu la croie simplement grande, imposante et grosse, plutôt qu'enceinte de 8 mois. Rose n'avait pas sonné avant d'entrer. Esther imaginait Rose curieuse et avide, examinant le plancher nu de l'entrée et le désordre des jouets du bébé qui jonchaient le sol depuis le séjour jusqu'à la cuisine. Esther ne s'habituait pas à ces gens qui ouvraient la porte et entraient sans sonner. C'était le cas du postier, du boulanger, du garçon de course de l'épicier, et maintenant de Rose, qui était londonienne et aurait dû connaître les usages. Un jour qu'Esther discutait librement à voix haute avec Tom au petit déjeuner, la porte de service s'était ouverte et une liasse de lettres et de revues s'était abattue sur les pavés de l'entrée. Le « Bonjour » du facteur s'était perdu dans le lointain. Esther se sentait épiée. Pendant quelque temps ensuite, elle avait pris soin de verrouiller la porte de service de l'intérieur, mais le tapage des commerçants qui essayaient de l'ouvrir et la trouvaient verrouillée en plein jour, puis sonnaient et attendaient qu'elle vînt et tirât bruyamment les verrous, la gênaient plus encore que leurs intrusions. Du coup, elle laissa de nouveau ouvert et s'efforça de ne pas tant discuter, ou du moins pas aussi bruyamment. Lorsqu'Esther descendit, Rose attendait juste à l'extérieur, élégamment vêtue d'un chapeau lavande et d'un manteau de tweed à carreaux. À ses côtés se tenait une femme blonde, au visage osseux, avec des paupières bleu vif et pas de sourcils. C'était Mrs. Nolan, la femme du patron du Cerf-Blanc. Mrs. Nolan, expliqua Rose, n'allait jamais aux réunions de l'Union des mères parce qu'elle n'avait personne pour l'accompagner. Alors Rose avait décidé de l'entraîner à la réunion de ce mois, en même temps qu'Esther. « Vous voulez bien patienter encore une petite minute, Rose, le temps que je dise à Tom que je sors ?» Comme elle faisait demi-tour et se dirigeait d'un pas décidé vers le jardin, Esther sentait les yeux vifs de Rose inspecter son chapeau, ses gants et ses talons de cuir verni. Tom plantait des baies dans le carré de terre fraîchement retourné derrière les étables vides. Le bébé, assis au milieu du chemin sur un tas de terre rouge, se couvrait les genoux de poussière avec une cuillère bosselée. À les voir tous deux calmes et en parfaite harmonie, Esther oublia qu'elle en voulait à Tom de ne pas se raser et de laisser le bébé jouer dans la poussière. « Tom !» Sans y prendre garde, elle posa son gant blanc sur le portail de bois incrusté de terre. « Je m'en vais. Si j'ai du retard, tu veux bien faire cuire un œuf pour le bébé ?» Tom se redressa et lança quelques paroles d'encouragement qui se perdit dans la densité de l'air de novembre, et le bébé se tourna dans la direction de la voix d'Esther, la bouche noire, comme s'il avait mangé de la terre. Mais Esther s'éclipsa pour rejoindre Rose et Mrs. Nolan qui l'attendaient dans la cour, avant que le bébé n'ait eu le temps de se relever et de trottiner après elle. Esther les laissa passer en premier, puis referma derrière elle le grand portail de 2 mètres, aux allures de porte de prison. Puis Rose leva les coudes, Mrs. Nolan la prit par un bras, Esther par l'autre, et toutes 3 descendirent l'allée rocailleuse en trébuchant dans leurs beaux souliers, passèrent devant le cottage de Rose et celui du vieil aveugle et de sa vieille fille de sœur, en bas, avant de s'engager sur la route. «
Nous nous réunissons à l'église aujourd'hui. Rose glissa un bonbon à la menthe dans sa joue. Elle en offrit à ses compagnes, mais Esther et Mrs. Nolan refusèrent poliment. Cependant, nous ne nous réunissons pas toujours à l'église, seulement lorsque de nouveaux membres se joignent à nous. Mrs. Nolan leva ses yeux pâles vers le ciel, mais Esther n'aurait su dire si c'était sous l'effet d'une consternation d'ordre général ou simplement à la perspective de l'église. « Êtes-vous nouvelle en ville, vous aussi ?» demanda-t-elle à Mrs. Nolan en se penchant un peu devant Rose. Mrs. Nolan partit d'un rire bref et sans joie. « Ça fait 6 ans que j'y habite. »« Eh bien, vous devez connaître tout le monde à présent. »« Pas âme qui vive, » psalmodia Mrs. Nolan, et les angoisses de se bousculer aussitôt dans le cœur d'Esther comme une harde d'oiseaux aux pattes gelées. Si Mrs. Nolan, une Anglaise à en juger par son maintien et son accent, et femme du patron d'un pub par-dessus le marché, se sentait étrangère au Devon après 6 ans, quel espoir Esther, une Américaine, avait-elle jamais d'entrer dans cette société enracinée? Les 3 femmes avançaient bras dessus, bras dessous. Elles longèrent la route, à l'abri de la haute bordure de houx du champ d'Esther, passèrent devant le portail, puis sous le mur en torchis rouge du cimetière. Les pierres tombales plates et rongées par le lichen s'inclinaient à hauteur de leur tête. Profondément creusée dans la terre, à force d'usure bien avant que l'on n'eût pensé au pavé, la route serpentait tel quelque ancien lit de rivière sous ses rives en pente. Comme elle passait devant la vitrine du boucher, avec son étal du milieu de la semaine, jarrets de porc et cartons de graisse, puis remontait l'allée par la gendarmerie et les toilettes publiques, Esther vit d'autres femmes converger, seules ou en groupe, en direction de l'entrée du cimetière. Alourdies par leurs encombrants chapeaux de drap et de laine, elles paraissaient toutes, sans exception, tordues et vieilles. Tandis qu'Esther et Mrs. Nolan restaient à la grille, poussant Rose en avant, Esther reconnut la personne d'une laideur peu commune qui venait d'arriver derrière elle, souriante, saluant de la tête. C'était la femme qui lui avait vendu un énorme rutabaga pour 1,06 livre à la fête des moissons. Le rutabaga avait gonflé, comme un miraculeux légume de conte de fées, le filet à provision d'Esther qu'il remplissait entièrement. Mais lorsqu'elle avait voulu le couper en rondelles, elle s'était aperçue qu'il était spongieux et coriace, du liège. 2 minutes dans la cocotte sous pression, et ce n'était plus qu'une marmelade orange et blafarde qui noircit le fond et les parois du récipient d'une liqueur luisante et nauséabonde. J'aurais dû carrément le faire bouillir, songeait maintenant Esther, suivant Rose et Mrs. Nolan, sous les tilleuls étêtés et trapus jusqu'à la porte de l'église. L'intérieur de l'église paraissait étrangement clair. Puis Esther réalisa qu'elle n'y avait encore jamais mis les pieds, si ce n'est le soir pour les vêpres. Déjà, les bancs du fond s'emplissaient de femmes, et ce n'était que froufrou, courbettes, génuflexions et sourires bienveillants dans toutes les directions. Rose conduisit Esther et Mrs. Nolan vers un banc vide au milieu de l'allée centrale. Elle fit passer Mrs. Nolan devant elle, puis lui emboîta le pas en entraînant Esther à sa suite. Des 3, Rose fut la seule à s'agenouiller. Esther inclina la tête et ferma les yeux, mais elle ne pensait à rien. Elle se sentait simplement hypocrite. Alors, elle rouvrit les yeux pour observer ses voisines. Mrs. Nolan était l'unique femme de l'assemblée à ne pas porter de chapeau. Esther croisa son regard et Mrs. Nolan leva les sourcils, ou plus exactement la peau de son front à l'endroit où ils avaient dû être. Puis elle se pencha en avant. « Je n'ai jamais beaucoup fréquenté cet endroit », avoua-t-elle. Esther hocha la tête et prononça « Moi non plus ». Ce n'était pas tout à fait vrai. 1 mois après son arrivée en ville, Esther avait pris l'habitude d'aller aux vêpres, très régulièrement. La brèche d'1 mois avait été assez difficile à vivre. Par 2 fois le dimanche, matin et soir, les sonneurs de cloches de la ville faisaient tinter leurs carillons sur la campagne alentour. Il n'y avait pas moyen d'échapper aux notes pénétrantes. Elle mordait l'air et le secouait avec une ardeur canine. Les cloches donnaient à Esther le sentiment d'être exclue, comme d'une belle fête locale. Quelques jours après qu'ils eurent emménagé, Tom la pria de descendre, ils avaient de la visite. Le pasteur était assis au salon, au milieu des cartons de livres qu'il n'avait pas eu le temps de défaire. Petit homme gris aux grandes oreilles, à l'accent irlandais et au sourire tolérant de professionnel,
Il parla des années passées au Kenya, où il avait connu Jomo Kenyatta, de ses enfants en Australie et de son épouse anglaise. D'une minute à l'autre, maintenant, songeait Esther, il va nous demander si nous allons à l'église. Mais le pasteur ne parla pas de l'église. Il fit sauter le bébé sur ses genoux et partit peu après, sa silhouette noire et trapue s'amenuisant dans l'allée jusqu'au portail. Un mois plus tard, encore perturbée par les cloches, Esther, presque malgré elle, griffonna à la hâte un billet au pasteur. Elle aimerait suivre les vêpres. Voulait-il bien lui en indiquer le rituel ? Elle attendit nerveusement 1 jour, 2 jours, préparant chaque après-midi du thé et des gâteaux, qu'elle homme ne se décidait à attaquer que lorsque l'heure du thé était bel et bien passée. Puis, le 3e après-midi, comme elle bâtissait une chemise de nuit de flanelle jaune pour le bébé, elle jeta un regard distrait par la fenêtre en direction du portail. Une silhouette massive et noire se frayait lentement un chemin au milieu des orties cruelles. Esther accueillit le pasteur avec quelque inquiétude. Elle lui dit tout à trac qu'elle avait été élevée dans l'unitarisme. Mais le pasteur lui répondit en souriant qu'en tant que chrétienne, et quelle que soit sa confession, elle serait la bienvenue dans son église. Esther eut la tentation de lâcher qu'elle était athée et d'en finir là, mais elle ravala ses paroles. En ouvrant le rituel de l'église anglicane que le pasteur avait apporté à son intention, elle eut le sentiment qu'un vernis de lâcheté et de trahison recouvrait ses traits, mais elle le suivit à travers le déroulement de l'office. L'apparition du Saint-Esprit et les mots de résurrection de la chair lui donnèrent un sentiment mordant de sa duplicité. Pourtant, lorsqu'elle confessa qu'elle n'arrivait vraiment pas à croire à la résurrection de la chair, elle n'eut pas tout à fait assez d'audace pour ajouter « ni de l'esprit », le pasteur ne parut pas troublé. Il demanda simplement si elle croyait à l'efficacité de la prière. « Oh oui, oui, j'y crois !» s'entendit s'exclamer Esther, étonnée des larmes qui lui vinrent si opportunément aux yeux et qui voulaient dire simplement « comme j'aimerais y croire ». Plus tard, elle se demanda si ces larmes ne lui avaient pas été arrachées par la vision du gouffre béant, irrévocable, qui existait entre son état de mécréante et la béatitude de la foi. Elle n'avait pas le cœur de dire au pasteur qu'elle avait accompli tous les exercices de piété 10 ans auparavant dans les cours de religion comparée au collège, pour en tirer finalement une seule conclusion, elle regrettait de ne pas être juive. Le pasteur suggéra que sa femme la retrouve lors des prochaines vêpres et se place à côté d'elle, pour qu'elle ne se sente pas dépaysée. Puis il parut avoir une meilleure idée. Peut-être préférerait-elle, somme toute, venir avec ses voisines, avec ses voisins, Rose et Cécile. Ils étaient pratiquants. Ce fut seulement lorsque le pasteur ramassa ses 2 livres de prière et son chapeau noir qu'Esther se souvint de l'assiette de gâteau et du thé préparé dans la cuisine. Mais il était trop tard maintenant. C'est plus que de la simple négligence, songea-t-elle en observant la retraite mesurée du pasteur à travers les orties vertes qui lui avaient fait oublier ses gâteaux. L'église s'emplissait rapidement maintenant. L'épouse du pasteur, avec son long visage anguleux et amène, quitta le premier banc sur la pointe des pieds pour distribuer le missel de l'union des mères. Esther sentit le bébé palpiter et s'agiter et se dit tranquillement « Je suis mère, ma place est ici ». Le froid primitif du sol de l'église commençait tout juste à pénétrer en elle par la plante des pieds, lorsque, dans un bruit de froufrou et de chuchotement, toutes les femmes se levèrent d'un seul mouvement et que, de sa démarche lente et solennelle, le pasteur monta l'allée centrale. L'orgue se mit à jouer et elles entonnèrent l'introïte. L'organiste devait être un novice. Toutes les quelques mesures, une fausse note s'élevait et les voix des femmes dérapaient à vouloir suivre l'insaisissable mélodie avec un désespoir de chat sauvage. Il y eut des agenouillements, des réponses, d'autres chants. Le pasteur s'avança et répéta dans le détail une anecdote qui avait déjà fait la substance de son sermon lors des dernières vêpres. Puis il sortit une métaphore maladroite et même déplacée qu'Esther l'avait entendu employer lors d'un baptême une semaine plus tôt, à propos des avortements physiques et spirituels. Assurément, le pasteur s'écoutait. Rose glissa un autre bonbon à la menthe entre ses lèvres et Mrs. Nolan arbora le regard embué et lointain d'une voyante malchanceuse. Enfin, 3 femmes, 2 fort jeunes et séduisantes, l'autre très âgée, s'avancèrent et s'agenouillèrent devant l'autel afin d'être reçues au sein de l'union des mères.
Le pasteur avait oublié le nom de la plus âgée. Esther sentait bien qu'il l'oubliait. Et il dut attendre que son épouse eût la présence d'esprit de se glisser vers lui et de lui chuchoter à l'oreille. La cérémonie continua. 4 heures avaient sonné quand le pasteur permit aux femmes de se retirer. Esther quitta l'église en compagnie de Mrs. Nolan, car Rose avait retrouvé 2 autres de ses amies, Brenda, la femme du maraîcher, et l'élégante Mrs. Hotchkiss, qui habitait Widop Hill et élevait des bergers allemands. « Vous restez pour le thé ?» demanda Mrs. Nolan, comme le flot des femmes les entraînait de l'autre côté de la rue pour descendre l'allée en direction de la gendarmerie de briques jaunes. « C'est pour ça que je suis venue, dit Esther. Je crois que nous le méritons. »« Votre bébé, c'est pour quand ?» Esther rit, d'une minute à l'autre. Les femmes obliquaient, quittant l'allée pour entrer dans une cour sur la gauche. Esther et Mrs. Nolan les suivirent dans une pièce obscure aux allures d'écurie, qui rappela désagréablement à Esther les camps en plein air et les chorales religieuses. Elle chercha dans la pénombre une fontaine à thé ou quelque autre signe de convivialité, mais elle ne trouva rien d'autre qu'un piano droit fermé. Les autres femmes ne s'arrêtèrent pas. Les unes à la suite des autres, elles s'engagèrent dans une volée de marches mal éclairée. Au-delà d'une double porte battante s'ouvrait une pièce brillamment éclairée, révélant 2 très longues tables parallèles, couvertes de nappes d'un blanc immaculé. Au centre des tables, les assiettes de gâteaux et de pâtisseries alternaient avec des coupes de chrysanthèmes cuivrés. Il y avait une étonnante quantité de gâteaux, tous soigneusement décorés, les uns avec des cerises et des noix, les autres avec une dentelle de sucre. Déjà le pasteur avait pris place à la tête d'une table et son épouse à la tête d'une autre. Les citadines s'entassèrent sur les rangées de chaises bien serrées. Les femmes du groupe de Rose trouvèrent des places tout au bout de la table du pasteur. Mrs. Nolan se trouva propulsée à son corps défendant, juste en face du pasteur, à l'extrémité de la table, avec Esther à sa droite et une chaise vide à sa gauche. Les femmes s'assirent, s'installèrent. Mrs. Nolan se tourna vers Esther. « Que faites-vous ici ?» C'était la question d'une femme au désespoir. « Oh, j'ai le bébé !» Puis Esther eut honte de cette réponse évasive. « Je tape à la machine une partie du travail de mon mari. » Rose se pencha vers elle. Son mari écrit pour la radio. « Je fais de la peinture, » dit Mrs. Nolan. « À quoi ?» demanda Esther un peu surprise. « De l'huile essentiellement, mais ce n'est pas fameux. »« Jamais essayé l'aquarelle ?»« Oh si, mais il faut être doué. Il faut réussir du premier coup. »« Et que peignez-vous donc, des portraits ?» Mrs. Nolan fronça le nez et sortit un paquet de cigarettes. « Vous croyez que nous pouvons fumer ?»« Non, je ne suis pas bonne en portrait, mais il m'arrive de peindre Ricky. » Le tout petit bout de femme à l'air éteint qui servait le thé arriva à hauteur de Rose. « Nous pouvons fumer, n'est-ce pas ?» demanda Mrs. Nolan à Rose. « Oh, je ne crois pas. J'en avais terriblement envie la première fois que je suis venue, mais personne d'autre ne le fait. » Mrs. Nolan leva les yeux vers la femme qui portait le thé. « Pouvons-nous fumer ?»« Oh, je ne pense pas, dit la femme, pas dans les annexes de l'église. »« Est-ce une règle contre les incendies ?» voulut savoir Esther, ou quelque chose de religieux. Mais personne ne pouvait répondre. Mrs. Nolan se mit à parler à Esther de son petit garçon de 7 ans, qui s'appelait Bénédicte. Ricky était en fait le nom d'un hamster. Soudain, les portes battantes s'ouvrirent pour laisser le passage à une jeune femme aux joues rouges, munie d'un plateau fumant. « Les saucisses ! Les saucisses !» s'exclamèrent des voix ravies de toutes parts. Esther était affamée, au bord de l'inanition. Même les rubans de graisse chaude et claire qui suintaient de sa saucisse dans son papier de soie ne suffirent pas à l'arrêter. Elle en mordit une grosse bouchée, et Mrs. Nolan l'imita. À ce moment-là, tout le monde inclina la tête et le pasteur dit le Bénédicité. Les joues pleines, Esther et Mrs. Nolan se regardèrent, firent des grimaces et pouffèrent comme des écolières partageant un secret. Puis, le Bénédicité terminé, tout le monde se mit à faire circuler des assiettes et à se servir avec entrain. Mrs. Nolan parla à Esther du père du petit Bénédicte, le grand Bénédicte, son second mari, qui avait été planteur de caoutchouc en Malaisie jusqu'au jour où il avait eu la malchance de tomber malade et où on l'avait renvoyé chez lui. « Prenez donc un peu de massepain. » Rose faisait circuler une assiette de tranches humides et fruitées, puis Mrs. Hotchkiss fit suivre un gros gâteau au chocolat à 3 étages. Esther se servit de tout. « Qui a fait tous ces gâteaux ?»« La femme du pasteur, dit Rose, elle cuisine beaucoup. » « Le pasteur, » ajouta Mrs. Hotchkiss en inclinant son chapeau en aile de perdrix, « met aussi la main à la pâte. »
Privée de cigarette, Mrs. Nolan pianotait sur la table. Je crois que je ne vais pas tarder à y aller. Je vous accompagne, dit Esther, la bouche pleine. Il faut que je rentre pour le bébé. Mais la femme était là et servait de nouveau du thé, et les deux tables ressemblaient de plus en plus à une grande réunion familiale qu'il serait grossier de quitter sans remercier, ou tout au moins sans demander la permission. L'épouse du pasteur avait discrètement quitté sa table et se penchait, maternelle, au-dessus d'elle, une main sur l'épaule de Mrs. Nolan, l'autre sur celle d'Esther. Ce massepain est délicieux, dit Esther en pensant lui adresser un compliment. C'est vous qui l'avez fait? Oh non, c'est Mr. Ockenden. Mr. Ockenden était le boulanger de la ville. Mais il en reste un. Si vous le voulez, vous pourrez l'acheter. Interloquée par cette soudaine attaque financière, Esther se rappela aussitôt que les ecclésiastiques de tous ordres étaient systématiquement à l'affût de sous, d'offrandes et de dons d'une espèce ou d'une autre. Dernièrement, elle s'était elle-même retrouvée à la sortie des vêpres avec une boîte à offrandes, rudimentaire tronc de bois avec une fente dans laquelle on était visiblement censé glisser de l'argent jusqu'à la fête des moissons de l'année suivante, où l'on viderait les troncs pour les faire à nouveau circuler. « J'en serais enchantée !» dit Esther avec un peu trop d'enthousiasme. Après que l'épouse du pasteur eut regagné sa chaise, il y eut des murmures et des coups de coude parmi les femmes d'âge mûr, tout au bout de la table, qui avaient mis pour la circonstance leurs chemisiers, leurs cardigans et leurs feutres ronds les plus chics. Enfin, sur une salve d'applaudissements localisés, une femme se leva et fit un petit discours demandant un vote de remerciement à l'épouse du pasteur pour cette excellente thé. Elle termina par une note humoristique, en ne manquant pas de remercier également le pasteur de son aide, manifestement notoire, pour pétrir la pâte des gâteaux. Nouveaux applaudissements, force éclat de rire, après quoi l'épouse du pasteur fit à son tour un discours pour souhaiter nommément la bienvenue à Esther et Mrs. Nolan. Emportée par son élan, elle révéla son espoir de les voir adhérer à l'union des mères. Dans l'agitation générale, des battements de mains, des sourires et des regards de curiosité accompagnés d'une nouvelle tournée de gâteaux, le pasteur en personne quitta sa place pour venir s'asseoir sur la chaise vide à côté de Mrs. Nolan. Après un signe de tête à Esther, comme s'ils avaient déjà eu bien des choses à se dire l'un à l'autre, il se mit à parler à Mrs. Nolan d'une voix basse. Esther écouta sans vergogne, en avalant son assiette de massepain et de pâtisserie. Le pasteur fit une étrange et facétieuse allusion au fait qu'il ne trouvait jamais Mrs. Nolan chez elle. Et sur ce, la claire peau blonde de Mrs. Nolan vira au rose vif. Puis il ajouta « Je suis désolée, mais si je n'ai jamais appelé, c'est que je vous prenais pour une divorcée. D'une manière générale, je mets un point d'honneur à ne pas les déranger. »« Oh, ça n'a pas d'importance, ça n'a plus d'importance maintenant. » marmonna la rougissante Mrs. Nolan tout en triturant le col de son manteau. Le pasteur conclut par une petite homélie de bienvenue qui échappa à Esther tant elle était troublée et révoltée par la situation difficile de Mrs. Nolan. « Je n'aurais pas dû venir, » chuchota Mrs. Nolan à Esther. « Les femmes divorcées ne sont pas censées venir. »« C'est ridicule, dit Esther, je m'en vais, partons à présent. » Rose leva les yeux comme ses deux protégés commençaient à bousonner leur manteau. « Je viens avec vous, Cécile aura envie de son thé. » Esther jeta un coup d'œil en direction de l'épouse du pasteur à l'autre bout de la pièce, maintenant entourée d'un essaim de femmes jacassantes. Elle n'aperçut aucun massepain disponible et n'avait aucune envie d'en chercher. Elle en demanderait un samedi à Mr. Ockenden, quand il ferait sa tournée. Qui plus est, elle soupçonnait vaguement que l'épouse du pasteur lui en eût demandé un prix un peu plus élevé, au profit de l'Église, comme c'est la règle dans les ventes de charité. Mrs. Nolan dit au revoir à Rose et à Esther à hauteur de l'hôtel de ville, puis elle descendit la colline pour regagner le pub de son mari. Dès la première pente, la route de la rivière disparaissait dans un banc de brouillard bleu et humide. En quelques minutes à peine, elles la perdirent de vue. Rose et Esther rentrèrent chez elles ensemble. « Je ne savais pas qu'ils n'admettaient pas les divorcés, » dit Esther. « Oh non, ils ne les aiment pas. » Rose fouilla dans sa poche et en sortit un paquet de Maltesers. « Vous en voulez une ?» Mrs. Hotchkiss a dit que même si Mrs. Nolan avait envie d'adhérer à l'union des mères, elle ne pourrait pas. « Avez-vous envie d'un chien ?»« Un quoi ?»« Un chien. Mrs. Hotchkiss a encore un berger allemand de son dernier lot. Elle a vendu les noirs, tout le monde les adore et maintenant il ne lui en reste plus qu'un gris. »« Tom déteste les chiens, » répondit Esther, surprise de sa propre véhémence. « Surtout les bergers allemands. » Rose parut satisfaite. « Je lui ai dit qu'à mon avis vous n'en voudriez pas. C'est terrible les chiens. » Dans l'épais crépuscule,
Les pierres tombales répandaient une lumière verdâtre, comme si leurs antiques lichens possédaient quelque magique pouvoir de phosphorescence. Les deux femmes passèrent sous le cimetière, avec son if noir, plat, et comme la fraîcheur de la soirée triomphait de leur manteau et de l'effet du thé, Rose tendit le bras, et, sans hésitation, Esther le prit.